Donc cette présentation, elle est très, très largement inspirée de ce qu'on a fait chez un client, Idorsia, sur lequel on a justement un pipeline CI/CD pour provisionner les nouvelles ressources dans le cloud AWS et où on a tiré parti d'un autre service AWS aussi pour automatiser le patching. Donc ça reste un peu dans le topic de ce que disait Eric. On veut pouvoir aller vite, mais on veut le faire en restant sécurisé et on veut quand même avoir une certaine gouvernance et un certain framework de déploiement pour pas partir dans tous les sens. Donc moi, je suis Nicolas Jardot, donc je suis consultant chez DBI depuis bientôt 10 ans. En fait, j'étais là presque tout au début. Donc j'ai commencé plutôt sur les bases de données Oracle et j'ai commencé à travailler dans le cloud AWS il y a un peu plus de 2 ans, bientôt 3. Et je suis maintenant certifié. Et justement, du coup, c'est la mission chez Idorsia qui m'a permis de beaucoup monter en compétences. Et on va en discuter. Donc aujourd'hui, le plan, je vais faire une introduction qui pourra être rapide, puisque Eric a déjà quand même posé certaines bases sur le cloud AWS. Ensuite, je vais parler un peu de l'infrastructure as code, donc la partie plus, on va dire, provisioning et configuration de nos ressources, le patching, et ensuite une petite conclusion avec ce qu'on a pu atteindre chez Idorsia. Donc AWS. Donc AWS, je pense que tout le monde connaît. C'est une filiale du coup d'Amazon.com. Donc ils viennent de la distribution, de la vente, mais c'est surtout du coup le fournisseur de cloud public leader sur le marché depuis plusieurs années et qui doit fournir du coup le plus grand nombre de services. Donc c'est disponible sur le monde entier. Donc ça, on a déjà vu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sera bientôt disponible avec un peu de patience en Suisse. Donc là, si je remets un petit schéma sur comment ça marche AWS, quand on parle de région, de data center et ce genre de choses. Donc si on prend la région de Francfort, qui est une des plus près de la Suisse, elle se construit à partir de 3 zones de disponibilité qui sont finalement des data centers, donc dans lesquels on va retrouver des machines. Et tout ça étant relié et nous permet de travailler dans le cloud. Donc aujourd'hui, le nombre de services dans AWS est tellement important qu'on ne peut pas parler de tout, bien entendu, et qu'il faut bien commencer quelque part. Donc là, on va se concentrer sur les services de base. Peut-être que dans d'autres occasions, on pourra rentrer dans des services un peu plus fun techniquement. Mais aujourd'hui, on va quand même partir un peu des bases, donc les VPC. Donc forcément, en tant que client, quand on utilise AWS, on va vouloir créer des ressources, mais on va pas vouloir qu'elles soient forcément toutes publiques et accessibles par n'importe qui. Donc en fait, on va privatiser un morceau d'AWS et lui donner un adressage IP qui correspondrait à nos besoins pour avoir notre propre espace dans le cloud qui nous est réservé. Ensuite, on a le service, je pense, le plus connu, Elastic Cloud Compute, EC2. Donc ça, c'est vraiment l'unité, on va dire, de base du cloud. On fait de l'infrastructure as a service. On va démarrer l'équivalent de machines virtuelles dans le cloud sur lesquelles on va pouvoir installer ce qu'on souhaite, faire tourner nos applications. Et là, vraiment tout type d'application, puisqu'il n'y a même rien qui nous interdit d'installer des bases Oracle. Et là, le pricing nous permet soit de payer à la demande, notamment quand on veut faire des proof of concept, pour aller vite, pour voir combien ça pourrait coûter, mais on peut aussi avoir des modèles de prix qui nous permettent d'économiser pas mal d'argent si on dit, bon, bah, cette machine-là, maintenant, c'est une machine qui va rentrer en production, on va l'utiliser pendant quelques années. On peut aussi la réserver et faire des économies. Tout ça, du coup, on aura besoin de stocker des données. Je pense que là, je surprends personne en disant que les besoins de stockage en données, ils ont explosé ces dernières années. Et c'est vraiment impressionnant. Donc là, je me concentre sur les services de nouveau les plus connus. Donc EBS, donc ça, c'est finalement du stockage qu'on va pouvoir attacher à nos instances EC2.
pour stocker les données sur la machine elle-même. Donc là, on a le choix entre différentes classes en fonction des performances, en fonction du prix qu'on veut bien y mettre. Ensuite, ce qui se fait beaucoup maintenant, Eric l'a mentionné pour des data lakes, mais pas uniquement, le stockage objet, donc Amazon S3, Simple Storage Service. Donc c'est devenu carrément un standard, c'est-à-dire que les concurrents utilisent maintenant une API similaire à S3 pour permettre à d'autres vendeurs de fournir des services sur cette API. Donc là, au lieu d'avoir un file system, on manipule des objets. Un des avantages d'S3, c'est qu'une fois qu'on a mis l'objet, on a plus de 99,999% de chances de pouvoir le retrouver. Je ne sais plus combien il y a de 9. Mais donc on tire parti vraiment de la spécialisation d'AWS dans la création des data centers pour stocker durablement les données. Et les différentes classes de stockage permettent d'optimiser les coûts. Donc si on a des données à archiver, on peut utiliser Glacier. Si on a des données qu'on peut vouloir perdre, on peut les stocker dans une seule zone. Il y a un stockage un peu intelligent qui permet de déplacer les données. On peut mettre des règles, enfin, c'est vraiment très très poussé. Et donc je vais terminer cette introduction par les basiques. Donc si on imagine qu'on est un client, donc on va créer un compte dans AWS. Donc c'est ce cadre. Ensuite, on va décider de travailler dans une ou plusieurs régions. Donc souvent, on va avoir une région qui va être la région, on va dire, plus ou moins de production dans laquelle on va déployer des choses. Cette région, on l'a vu, elle contient des zones de disponibilité. Ensuite, on va pouvoir définir un ou plusieurs VPC, donc là, qui auront leur propre espace d'adressage IP. Donc là, on pourra connecter ou pas nos VPC entre eux, ou se connecter avec des VPC de partenaires, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ces VPC, on va pouvoir créer des ressources. Donc là, voilà, par exemple, dans la zone de disponibilité 1, on crée 2 instances C2, pendant que dans la zone de disponibilité 2, on est capable de créer une base de données Amazon RDS. Là, par exemple, en PostgreSQL, mais on a le choix. Et voilà comment on va s'architecturer. Donc la question qui vient ensuite, c'est comment on va faire pour provisionner toutes ces choses dans le cloud. Et donc là, on va parler un petit peu d'infrastructure as code. Alors, je vais commencer par voir quelles sont les différentes façons qu'on a de créer des ressources dans AWS. Donc là, la première, la plus connue peut-être une des plus utilisées par les gens qui découvrent AWS, la console. Donc là, c'est assez simple, il suffit d'avoir un browser internet, de se connecter, et ensuite on a une interface graphique et on a pas mal d'assistants. Donc là, ne serait-ce que sur la page principale quand on arrive, on peut créer une machine virtuelle avec EC2, où on peut construire une application web avec Beanstalk. Donc l'intérêt de la console, quand on découvre surtout les services, c'est qu'on a des petits assistants et des workflows où il nous suffit de répondre à quelques questions, quel VPC, quel type de machine. Et ensuite, la ressource, elle sera créée pour nous. Donc là, par exemple, si on clique sur une nouvelle machine virtuelle, on voit que la console, elle nous propose un petit assistant en 7 étapes. Donc on va commencer par choisir une image qui va nous servir de template pour démarrer la machine. Ensuite, un type d'instance. Ensuite, on va la configurer, le stockage, et ainsi de suite. Tout ça pour aboutir à une machine qui tourne dans le cloud. Ensuite, ce qui se fait beaucoup, surtout une fois qu'on est devenu à l'aise avec un service et qu'on commence à maîtriser un peu les différentes options qu'il peut contenir et tout ça, on peut utiliser la ligne de commande. Donc là, ça veut dire qu'on peut utiliser des scripts pour créer des nouvelles ressources. Donc on peut aussi imaginer des templates de scripts sur lesquels on peut passer des paramètres pour créer nos ressources. On peut aussi changer plusieurs ressources à la fois en batch. On peut récupérer
des propriétés. On peut imaginer avec la command line de récupérer certains attributs pour faire des rapports ou pour générer des données pour les stocker ailleurs et ce genre de choses. Donc là, ça donne quelque chose qui reste tout de même assez simple, mais un peu plus technique. Donc là, on voit avec la ligne de commande AWS. Donc là, je suis resté dans le thème de créer une instance EC2. Donc là, AWS EC2, et là, on voit bien, on reprend un peu les différentes choses qu'on pouvait trouver dans l'assistant. Donc, on spécifie une image, on spécifie un type d'instance, on spécifie un réseau, un security group, une key pair, etc. Et à la fin, on aura aussi une ressource, une instance EC2 qui sera exécutée dans le cloud AWS. En réponse à cette commande, voilà le genre de choses qu'on pourrait recevoir. Donc là, on a démarré par exemple une instance. Alors j'ai volontairement tronqué la réponse de la commande parce qu'il y a beaucoup d'informations qui reviennent. Mais donc là, on a demandé une nouvelle instance et AWS nous répond en disant voilà, à telle date, une instance avec cet identifiant a été démarrée et là, cette adresse IP, donc qui fait partie du VPC dans lequel on a démarré l'instance. D'ailleurs, là, on voit bien sur cet écran que le 172.28.11.183, c'est une IP de type privé et qui n'est pas routable sur Internet. Donc, ça veut dire que j'ai créé une instance dans ma bulle, dans mon cloud à moi, qui ne sera pas forcément accessible depuis l'extérieur. Ensuite, finalement, puissance du cloud, ça sera finalement qu'on utilise la console ou qu'on utilise la ligne de commande. En fait, derrière ces outils qui sont finalement presque des outils juste pour nous de front-end, ils vont s'appuyer sur une API. Et donc, c'est un des intérêts du cloud, c'est qu'il est construit comme un service et on le consomme. Et donc, on peut aussi directement consommer ces API pour créer nos ressources ou manager nos ressources. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi imaginer de créer une application qui démarre elle-même des nouvelles ressources quand elle a des besoins. Admettons une application qui doit traiter des photos pour reconnaître les gens qui sont dessus. L'application elle-même pourrait créer une file où elle stocke les images et ensuite dire ah, maintenant j'ai 100 ou 1000 images à traiter, je vais démarrer des nouvelles ressources qui seront dédiées à l'analyse de ces images ou utiliser un autre service AWS. Donc là, c'est très très intéressant parce que c'est très flexible. Donc là, si je reprends la même commande plus ou moins que celle de laquelle on parle depuis le début, donc là, pour créer une instance, on peut appeler l'API ec2.amazonaws.com avec l'action run instance. Et donc là, on remarque qu'on passe de nouveau plus ou moins les mêmes paramètres. Et donc, le subnet et tout ça, et on aura le même genre de réponse avec une instance ID, ou plutôt on va dire l'identifiant d'une instance, le VPC dans lequel elle a été créée, à quelle date, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie de base pour créer des ressources dans AWS. Mais j'ai dit qu'on allait parler un peu d'infrastructure as code. Donc pourquoi ça nous intéresse? Parce que finalement, du coup, on veut quand même avoir cette espèce de contrôle sur ce qu'on fait. On veut pouvoir surtout le standardiser, le répéter, le contrôler. Donc l'intérêt finalement d'aller dans l'infrastructure as code, c'est que si la description de notre infrastructure elle est dans du code, on peut dans ce cas-là le mettre dans un version control. Donc Git est très populaire en ce moment, mais on n'est même pas forcément obligé. On peut le faire avec un autre gestionnaire de sources. Mais ça nous permet de créer des versions, entre guillemets, de notre infrastructure. Ça crée une espèce de documentation finalement aussi, puisque le code décrit ce qu'on veut déployer. Alors je ne me contenterai pas de ça pour documenter l'infrastructure, mais ça donne déjà un début finalement, parce que quand on crée juste les machines à la main dans la console,
si quelqu'un doit ensuite enregistrer cette instance, je ne sais pas, dans un tableau Excel et que c'est oublié, finalement les instances elles disparaissent. Là, le code au moins il existe. On peut aussi facilement répéter les déploiements. Donc une fois qu'on a un cadre, un déploiement, on peut commencer à mettre en place toute la philosophie DevOps et créer du coup du continuous delivery en disant bon ben voilà, quand je fais un changement, ce changement il est répliqué plus ou moins automatiquement jusqu'à un certain point et différents peut-être mécanismes on va dire d'approve pour éviter quand même de pousser en production des mauvais changements, mais ça permet de rentrer dans cette dynamique-là. Et donc là, pour l'infrastructure as code, euh, on a vraiment différentes options. Là, je cite les trois probablement plus connus. Donc on peut, dans le cadre d'AWS, utiliser AWS CloudFormation, qui nous permet de créer des piles, de déployer des piles et ainsi de suite. On peut utiliser Terraform, donc c'est l'outil duquel on va parler ensuite, qui a été choisi chez Idorsia, où on peut utiliser d'autres concurrents comme Cloud Foundry. Donc là, moi, je vais me concentrer plutôt sur Terraform. Qu'est-ce que c'est que Terraform? Donc Terraform, ils ont différentes offres, mais à la base, c'est un outil open source de HashiCorp qui permet pas forcément d'ailleurs de faire que du cloud, parce qu'en fait, il est modulaire et il a des différents fournisseurs et on peut adresser différents, je vais dire, services. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut écrire du code pour décrire même des entrées DNS, par exemple, appliquer le Terraform qui va du coup discuter avec notre fournisseur de DNS. Ça peut être Route 53 dans AWS, mais ça peut être d'autres services standards. Et les entrées DNS seront créées et générées du coup par le code plutôt que manuellement. L'intérêt aussi de Terraform, c'est qu'on pourrait, si on a de l'infrastructure qui existe déjà, on peut aussi du coup faire à l'envers, écrire le code qui correspond à l'infrastructure qui existe et l'importer pour pouvoir ensuite de nouveau la manager par le code. Donc même si on a commencé à créer des instances EC2, des enregistrements Route 53 ou différentes ressources dans AWS, on peut ensuite décider de s'en occuper avec Terraform et on peut réécrire le code et les importer. Un des autres points forts de Terraform, c'est qu'une fois qu'il a déployé quelque chose, il va créer un state file. Et ce fichier d'état, en fait, contient justement tous les identifiants qui permettent de retrouver les ressources. Donc, ça permet aussi, d'une certaine manière, de pouvoir détecter des changements de configuration. Puisque comme Terraform se souvient de l'adresse des ressources qu'il a déployées, on peut tout à fait relancer Terraform pour rafraîchir le statut. Et Terraform va pouvoir nous dire ce qui est différent finalement dans l'infrastructure, dans AWS, que du code. Et donc l'outil en lui-même, il est assez simple. On a 4 grosses opérations. Hop, mauvais bouton. Terraform init. Donc quand on fait un Terraform init, on va récupérer les différents fournisseurs. On va initialiser le fichier d'état. Donc le fichier d'état, on peut aussi le stocker dans un environnement partagé, comme S3, ce que personnellement je recommande pour éviter d'avoir différents états pour la même infrastructure, ce qui serait un peu dangereux de la manager depuis différentes machines, on va dire. Ensuite, Terraform Plan, qui va pouvoir nous dire exactement qu'est-ce que Terraform va vouloir faire de nos ressources. À cette étape-là, c'est très important de se rendre compte que de toute façon, il n'y aura pas de changements qui seront appliqués. Donc Terraform, il va juste interroger les fournisseurs, récupérer les données et nous dire attention, moi je veux faire ça. Donc c'est à cette étape-là qu'il faut être très vigilant. Parce que Terraform, si on a changé le code, il peut avoir envie de détruire des ressources puisqu'elles correspondent plus au code. Donc en général, c'est après cette étape-là de Terraform Plan qu'on met une étape plus ou moins de pause où quelqu'un doit revoir
et approuver le changement. Et puisqu'ensuite, quand on fait Terraform Apply, soit il recalcule le plan et il l'applique tout de suite. Donc là, les changements sont définitifs, si je peux dire comme ça. Mais on peut aussi lui on peut aussi lui donner en paramètre la sortie d'un Terraform plan pour lui dire tu fais que cette partie-là. On peut aussi faire de l'application partielle en disant Terraform créer cette ressource dans le code pour éviter qu'il touche d'autres choses. Mais le Terraform Apply, j'ai envie de dire, c'est la partie un peu dangereuse, puisque là, on va appliquer nos changements dans notre infrastructure. Ensuite, bon, on le fait un peu plus rarement. On a le Terraform Destroy. Donc là, typiquement, on veut préparer la décommission d'une ressource. On sait que tout cet environnement, il était dans ce projet Terraform. On veut le détruire. On peut faire Terraform Destroy. J'ai envie de dire là, c'est plutôt utile dans les phases de développement quand on va faire apply et destroy peut-être plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne l'infrastructure qu'on souhaite. Parce que le destroy, sinon, il va peut-être quand même être réservé à la fin de vie de nos ressources. Ensuite, donc ça, c'était vraiment purement pour la partie, on va dire, création et management des ressources, mais management vraiment dans leurs propriétés simples, du genre type d'instance et ainsi de suite. Pour des raisons de compliance, on va aussi vouloir configurer les ressources qu'on a déployées. Et donc là encore, pourquoi le faire à travers du code? Parce que ça va permettre de réduire un peu les erreurs humaines. Ça va nous permettre d'être consistant, puisque du coup, le même code va pouvoir s'exécuter sur un grand nombre de ressources. Ça va aussi nous permettre d'automatiser l'installation de certains outils d'infrastructure. Donc pour les gens qui font de l'infrastructure, ils comprendront sûrement de quoi je parle quand je dis qu'on a besoin sur toutes nos instances d'avoir l'agent de backup qui soit déployé par exemple et configuré pour être sûr qu'on n'oublie aucune machine. Mais on peut aussi avoir des réglages de sécurité. On veut que les firewalls soient activés par exemple. On veut que nos machines, elles utilisent les DNS internes et pas les DNS disponibles sur Internet, ce genre de choses. Et donc là, on a de nouveau, on va dire, pas mal d'alternatives. Pour moi, un des outils finalement qu'on range pas souvent dans cette catégorie, mais SCCM de Microsoft, c'est déjà un outil qui permet de configurer son infrastructure. Malheureusement, principalement pour les outils, pour les ressources, on va dire Microsoft, à travers le domaine, les GPO, l'installation de packages. On retrouve aussi Ansible, qui est très très populaire en ce moment, puisqu'il est très simple et il a l'avantage de ne pas avoir nécessité d'installation sur les ressources qu'on veut manager. Et on retrouve un trio où, là, dans ces cas-là, on a plutôt un agent qui est configuré sur la machine pour la configurer avec Chef, Puppet et Salt. Donc là, moi, je vais rentrer dans le domaine de Chef, puisque c'est ce qui a été mis en place chez Idorsia, donc une combinaison avec Terraform et Chef. Donc Chef, qu'est-ce que c'est que Chef? Donc Chef, c'est quand même une petite infrastructure en lui-même, puisqu'il y a plusieurs composants. On a le Chef client qui est installé sur les ressources qu'on veut configurer et qui va discuter avec le Chef serveur, donc à travers une API. On peut aussi avoir le chef supermarket. Donc là, il y a un chef supermarket public. On peut avoir notre propre chef supermarket. Le chef supermarket, il sert surtout du coup à publier les deux éléments, l'élément qu'on trouve en dessous, les cookbooks. Donc les cookbooks, c'est vraiment l'unité de configuration sur laquelle on va travailler. Et le node, c'est le nom qu'on va donner à ce qu'on va manager et configurer avec Chef. Donc le node, c'est typiquement notre instance EC2, notre serveur. Le chef serveur, donc lui, par défaut, c'est dessus qu'on va stocker nos cookbooks. Et c'est lui qui va être le point central avec toutes les métadonnées sur les serveurs qu'on va manager. Donc c'est le chef serveur qui va contenir les run lists, donc les cookbooks qu'on va vouloir exécuter, les différents rôles qu'on va assigner à nos ressources. Le chef client, du coup, lui, il est installé sur tous les serveurs qu'on va manager. Donc, ça peut poser problème sur certaines ressources qu'on pourrait vouloir manager, qu'on ne pourra pas
le faire avec Chef. Je pense à certaines appliances réseau, par exemple, où on ne peut pas installer d'outils. Alors, il y a d'autres options qu'on va pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait un peu trop de temps. Et ensuite, les cookbooks qui contiennent les configurations. Donc, plutôt que de faire une session où j'explique, et encore là, ça fait quand même pas mal de temps que je parle juste des choses qui peuvent être abstraites, on va faire une petite démo. Donc là, l'objectif, donc moi, j'ai déjà créé via Terraform un VPC dans une zone avec des réseaux, un réseau public et un réseau privé. Et j'ai déjà préparé un chef serveur. Et l'idée, ça va être de déployer, faut que je revienne un coup en arrière, hop, de déployer un serveur qui contiendra une application web que j'ai appelé Cockpit et un loader qui permettra d'accéder à cette application depuis l'extérieur. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, Terraform. Donc le code Terraform, j'ai toujours tendance à dire qu'il est assez simple, même pour des gens qui sont non développeurs. Alors c'est pas forcément aussi simple que le code YAML que certains utilisent dans Ansible, même si je trouve que le YAML peut aussi avoir ses complications, mais le code est quand même relativement lisible, même si on n'est pas développeur à la base. Donc tout est début, on déclare quel est le fournisseur qu'on va utiliser. Donc là, moi je vais travailler dans AWS. Et Nicolas, ensuite, oui, est-ce que je peux te demander d'augmenter un tout petit peu la taille de oui, ton écran? j'ai Super. hésité, j'avais déjà zoomé une fois, mais je me demandais si c'était View, Zoom. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Si tu peux monter encore un petit peu, c'est encore mieux, mais là, c'est déjà bien. Super. Le client est roi. Merci, monsieur Nicolas. Top. Et donc, assez simplement, on va déclarer des ressources. Donc là, si je range un peu le code, donc je vais créer par exemple un security group pour mon load balancer, un security group pour mon instance. Et donc là, on voit que de manière assez vraiment descriptive, je vais lui donner un nom, je vais dire dans quel VPC il doit être, je vais lui assigner quelques tags et je vais décrire la ressource en elle-même. Donc là, par exemple, ce security group, il ouvre le port 22 en entrée depuis le réseau du VPC. Il ouvre également le port 22 si on vient du security group du load balancer et il ouvre le port 9090 qui est le port de l'application Cockpit. D'ailleurs, si on regarde rapidement le LB, donc là, on voit que le LB, lui, il est préparé pour écouter sur le port 443. Donc là, il y aura un espèce de mapping. Je vais me connecter sur le port 443, mais je vais finir sur le 9090. Et là, on voit bien d'ailleurs que j'écoute sur Internet. Donc 0000, c'est n'importe quelle adresse IP dans le monde. Et ensuite, on crée le load balancer. Donc là, on crée un public load balancer, c'est-à-dire que ce n'est pas un load balancer interne, un peu une réflexion inversée. On assigne le security group, on dit quel port on va ouvrir. Donc là, je vais écouter sur le port 22 et le port 443. On définit comment on définit comment on vérifie que l'instance elle fonctionne et ainsi de suite. Et la partie qui contiendra mon application finalement. Donc là, je vais créer une ressource, donc une ressource EC2. Donc on va créer une instance. On définit tout un tas de paramètres de nouveau. Et je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que on va le pratiquer. Donc là, je vais zoomer aussi encore une fois. Donc, comme je disais, j'ai déjà préparé un environnement, donc là avec un chef serveur et des subnets. Et je veux provisionner une nouvelle application. Donc on l'a vu, si je veux savoir ce qui va se passer, je fais d'abord un Terraform plan. Et donc là, Terraform, il lit le code qu'on vient de regarder brièvement ensemble, et il me répond qu'est-ce qui va changer.
Donc là, on voit bien tout à la fin, j'ai 4 ressources à créer, aucune à modifier, aucune à détruire. Donc quand on veut déployer des choses en production, c'est vraiment le dernier qui nous intéresse. Et si je reprends rapidement les security groups pour faire le parallèle avec le code qu'on a regardé, Terraform, il me répond ici, voilà, je vais créer ce security group et je vais ici, en ingress, ouvrir sur Internet le port 443 en TCP. Donc on a vraiment un parallèle exact entre ce qu'on a mis dans le code et ce que Terraform il veut faire. Et pour l'instance, de la même manière, là je veux créer une instance qui s'appellera Cockpit Server. On va la créer dans un subnet et on va lui assigner le security group. Donc là, on est confiant, on a ce qu'on veut, on a ce qu'on voulait obtenir. On peut déployer notre infrastructure. Donc là, j'utilise auto-approve, comme ça évite que j'ai besoin de manuellement approuver. Par défaut, Terraform, sinon, pose la question, il refait un plan et nous pose la question si on veut vraiment appliquer les changements. Si on se met dans l'optique d'un continuous delivery et que c'est un outil finalement qui fera l'apply pour nous, on va plutôt utiliser le auto-approve parce qu'on fera la fonction qui permet de mettre pause un peu avant et ensuite, du coup, on appellera cette commande. Et donc là, on voit creation complete. Donc le security group a été créé, le deuxième security group a été créé. L'instance cockpit server, elle est en train de se créer. Donc si je viens dans la console Amazon, donc ici vous voyez la console Amazon sur le compte sur lequel je déploie les ressources. Donc on voit déjà le chef serveur que j'ai préparé ce matin. Et si je rafraîchis, on voit une nouvelle instance qui est en train de se créer. Donc elle est encore en initialising. Elle a déjà reçu une adresse IP privée. En termes de sécurité, elle a déjà reçu le security group. Si on jette un œil au security group qui a été créé, on retrouve les règles qu'on avait mises dans le code. Alors le petit détail secret que j'ai ajouté sur cette instance finalement, donc là on a fait du Terraform, mais si je reviens, parce que je vais laisser le provisioning se terminer, dans le code, il y a cette partie-là que je ne vous avais pas encore montrée, où là j'ai décidé de faire la partie configuration de cette instance. Donc là, en fait, directement avec Cloud Init, qui est exécuté sur les instances EC2 et qu'on peut configurer en envoyant des données initiales quand on crée notre instance, on peut la configurer. Donc là, j'ai décidé de lui donner directement son nom, sa time zone et surtout d'utiliser le module chef. Et donc ici, en fait, j'ai dit que cette machine, elle va s'enregistrer auprès de ce chef serveur. Donc là, c'est une variable qui dépend de l'environnement que j'ai déployé. Et la partie importante, elle est ici. Cette machine, elle va exécuter un cookbook que j'ai appelé web server. Donc ce cookbook web server, donc, qui contient différentes recettes. Donc là, par défaut, je vais exécuter deux recettes, prerequisite et install. Donc dans prerequisite, on va créer un user cockpit. Alors là, c'est une démo, hein. Je ne recommande pas de mettre le hash du mot de passe tel quel, mais d'utiliser plutôt quelque chose pour gérer les secrets, ne serait-ce qu'un databag par exemple. Et ensuite, on va installer Cockpit. Donc tout ça, c'est en train de s'exécuter pendant que je suis en train de vous parler. Donc on peut regarder dans Chef, donc rentrer dans le vif du sujet. Et donc là, j'ai une nouvelle instance qui est maintenant managée par Chef. Donc elle a été enregistrée en tant que node. Donc ici, on voit la machine web Cockpit S. C'est une machine CentOS. Elle a ce nom-là. Cette IP qui correspond exactement à l'IP qu'on voit ici. 172.28.63.227. Donc cette machine, elle a été enregistrée et on retrouve les paramètres qu'on avait mis dans le Terraform. Elle va exécuter le cookbook web server. Donc on retrouve aussi des attributs.
Donc là, par exemple, c'est un attribut que j'ai rajouté, moi, qui est le nom de l'application Cockpit. Et on a tout un tas d'attributs qui sont calculés automatiquement par le chef client quand il est en train de s'exécuter. Donc là, ça devrait être terminé. Donc je vais pouvoir voir le load balancer. Donc là, j'ai un load balancer qui va me permettre d'accéder à l'instance. Parce que bien entendu, je ne peux pas accéder depuis chez moi à une adresse IP privée. Donc là, voilà, l'instance, elle est in service. Donc mon load balancer, il considère que l'instance, elle est disponible. Donc je vais prendre le nom du load balancer. Et voilà, mon application Cockpit est disponible. Donc ici, je vais pouvoir utiliser les paramètres qu'il y avait dans mon cookbook et ma machine a été configurée automatiquement. Donc là, on voit la puissance, c'est-à-dire que maintenant, si je veux ajouter d'autres configurations sur cette application Cockpit, il me suffit de modifier et de uploader une nouvelle version du cookbook. Donc là, par exemple, j'ai déjà préparé pour la partie suivante de la présentation l'installation d'un agent. Donc là, je peux modifier mon cookbook. Donc là, je vais installer un agent. Et donc, je crée une nouvelle version du cookbook. Et une fois que j'ai une nouvelle version du cookbook, donc là, oups, non, je vais retourner là où je manage mon chef serveur, en fait. Voilà, donc là, j'ai uploadé une nouvelle version de mon cookbook en V1.1. D'ailleurs, on peut le contrôler ici, dans les différents cookbooks qui existent sur ma machine. La version est passée en 1.1. Alors, dans un monde réel, comme ce qu'on fait chez Idorsia, les versions, elles ne sont pas tout à fait poussées directement comme ça par un utilisateur. C'est à ce moment-là qu'on passe aussi par notre workflow qui est déclenché suite à un commit. Mais là, on voit typiquement que le code a été mis à jour. Et si je veux déclencher l'installation de ce nouvel agent, il suffit de réexécuter le chef client sur la machine. Donc là, je vais zoomer un petit peu parce que ça paraît pas forcément évident au premier abord. Le chef est assez, on va dire, verbeux, beaucoup d'output, mais ici on voit que ouais, effectivement, la nouvelle version du cookbook, comme j'ai pas mis de limite et j'ai pas de rôle encore pour choisir les versions, automatiquement le chef client va prendre la dernière version du cookbook. Donc là, il a bien exécuté la 0.1.1 et il a bien créé un nouveau fichier et installé un nouveau package. Donc là, je vais revenir à la présentation parce que le temps il file et j'ai plus que 5 minutes pour vous parler vite du patching. Donc le patching management. Pourquoi on parle du patching? On sait bien maintenant qu'on peut plus vraiment s'en passer. Il y a tellement eu de problèmes de sécurité et il y en a encore toutes les semaines, que ce soit des fuites de données, des gens qui ont des problèmes. Moi, j'ai encore en mémoire le cas WannaCry, puisqu'en fait, c'est des patchs que Microsoft avait déjà sortis depuis 2 mois avant que l'attaque elle touche le monde entier. Ce qui met l'accent vraiment sur une stratégie de patching à mettre en place. Donc, chez ce client, ce qui a été décidé, c'était d'avoir une stratégie de patching globale pour tout AWS et finalement les machines on-prem. Comme les outils de Microsoft ne voulaient plus gérer les machines Linux, on était obligé de trouver un outil qui nous permettrait de gérer un environnement hétérogène. Et il a été décidé de tester ce que nous on appelle SSM, AWS System Manager. L'intérêt de SSM, c'est qu'il est disponible pour Windows et Linux, et qu'il est aussi disponible pour les instances EC2 et on-prem.
Donc ça veut dire que depuis le cloud, on peut aussi décider d'avoir une stratégie de patching qui s'appliquerait sur nos machines instances en mode hybride. L'inconvénient, c'est qu'il faut installer un agent finalement dans chaque instance. Alors sur certaines images Amazon, comme les images Ubuntu ou les images Amazon Linux, il est déjà présent. Et on a aussi besoin que l'instance elle puisse communiquer avec les API SSM. Donc là, via un rôle et un instance profile. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que ce sujet peut faire l'objet d'une présentation en lui-même. Donc SSM, en fait, nous, on s'en sert pour le patching, mais c'est un outil qui est beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc avec 5 domaines, Application Management, Operation Management, la gestion des instances et des nodes. Parce qu'on va aussi pouvoir faire un peu de compliance dans SSM. Donc là, on va utiliser vraiment une toute petite partie finalement de SSM. Donc on va utiliser des patch baseline dans le patch manager pour décider quels sont les patchs qu'on veut installer ou pas sur nos machines. Donc on va pouvoir créer des règles pour approuver les patchs après un certain nombre de temps ou pour dire on met que les patchs de sécurité, on installe tout. Donc AWS vient avec des baselines par défaut, mais supporte aussi la création de baselines custom. On va aussi avoir besoin du coup de patch groups, puisqu'à partir du moment où on ne va pas utiliser les baselines par défaut, il va falloir associer les baselines à des instances, et donc ça va se faire au travers des tags. Donc malheureusement, une instance, elle peut faire partie que d'un seul patch group, mais c'est déjà assez suffisant et on peut créer des groupes de ressources avec différents tags. Le tag patch group disant du coup quelle baseline va s'appliquer sur la machine. Et tout ça, ça va tourner avec run command, qui est une action possible dans SSM qui permet d'exécuter à distance des choses sur des instances, donc que ce soit des instances EC2 ou des serveurs on-prem. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir exécuter ça va être des documents. Donc en fait, un document, c'est ce qui décrit finalement les actions qui vont être exécutées, donc soit en JSON, soit en YAML. Et le document qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-là, c'est un document qui est fourni par AWS, qui s'appelle AWS Run Patch Baseline, qui permet de déployer des patchs grâce au patch manager et à la baseline qu'on vient de parler. Donc là, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais j'ai plus vraiment beaucoup de temps. Et l'étape d'après pour automatiser tout ça, ça va être d'utiliser des maintenance windows qui vont être du coup planifiés sur différents sets de targets dans lesquels on va mettre des tâches qui correspondent justement à ces run commandes. Donc là, je voulais quand même rapidement montrer, avant de passer à la conclusion, qu'est-ce que ça donne SSM d'un point de vue de la console. Donc là, en fait, le changement que j'ai fait juste avant avec Chef pour installer l'agent SSM a permis d'enregistrer ma machine dans les manage instances. Et donc, je suis en capacité de pouvoir lancer une commande. Run patch baseline. Donc là, je peux la lancer juste en mode scan. D'ailleurs, le scan, c'est une opération qui est super importante puisque c'est celle qui va permettre de définir la compliance et de voir les patchs qui manquent. Donc, je vais choisir l'instance manuellement. Je vais désactiver l'écriture dans S3 pour simplifier. Et donc là, j'ai lancé une commande que nous, on pourra dans le futur mettre dans un flux, on va dire, un peu plus automatisé. Elle se termine avec succès, le scan a fonctionné. Donc ça veut dire que si je retourne sur mon instance, à partir de maintenant, j'ai une espèce de compliance. Et ici, je peux voir, par exemple, tous les patchs qui sont considérés comme manquants et qui seraient appliqués la prochaine fois que je ferai un run patch baseline avec install au lieu de scan.
Et donc là j'ai plus le temps, mais pour changer finalement cette liste de patchs, c'est là qu'on va utiliser les patchs baseline. Mais je vais reprendre la session pour ne pas finir trop en retard. Donc on va conclure. Donc qu'est-ce qu'on a pu atteindre chez ce client en infrastructure as code? Donc à l'heure actuelle, quand on veut provisionner des nouvelles instances, on a un workflow qui est dans Chef Automate. Le code, il est dans Bitbucket. Donc, on crée du code, on commit, et ensuite, on le lance dans le workflow Chef Automate. Donc, c'est une combinaison entre Terraform et Chef. On a un approval manuel sur la page de Chef Automate pour pousser les changements vraiment en production. Et comme c'est un client pharma, c'était assez important d'avoir une documentation de ce qui est fait. Et donc, on utilise finalement les outputs de Terraform et des tests que Chef fait, puisque là, j'en ai pas parlé, mais on peut utiliser Chef aussi pour la compliance et lancer des tests sur les machines, pour la documentation pour la pharma. Du coup, qu'est-ce qui est un avantage? C'est standard, on provisionne toutes les machines de la même façon. Le code Terraform, il est assez facile à lire. On a plutôt réduit la documentation, puisqu'on peut utiliser les outputs des outils qui existent. Alors, par contre, le workflow, il peut paraître un petit peu compliqué quand on a des changements sur des parties simples ou qui peuvent être dynamiques, comme les tags, mais on peut les exclure avec le lifecycle Terraform pour dire que Terraform ne s'en occupe plus. Et on a quand même toujours la maintenance de cette infrastructure chef. Ensuite, sur la partie SSM, qu'est-ce qui a été atteint? Donc, grâce à SSM, il y a plus de 237 instances EC2 et 32 machines on-prem qui sont patchées maintenant tous les mois. Donc, ça a demandé un certain setup. Il y a un grand nombre de patch groups et de baseline et de maintenance window pour pouvoir gérer les serveurs d'application, les serveurs qui contiennent des bases de données, les serveurs de test versus les serveurs de prod. Donc ça demande un petit peu de planification à l'avance, mais ça fait quelques mois que Idorsia est en capacité de patcher plus de 200 machines de manière quasiment automatisée. Dans le passé, quand le patching était encore organisé à la main, il y a eu des ratés, des instances par exemple dans la région de Tokyo qui n'étaient pas patchées, les instances on-prem qui étaient des fois aussi pas dans le groupe de patching. Avant d'avoir une stratégie globale de patching du management, il fallait aussi négocier avec les owners, donc c'était un peu compliqué. Par contre, on peut aussi encore aller encore plus loin. Donc là, on a un grand nombre de patch baseline parce que pour l'instant, SSM ne permet pas encore de faire des maintenances window qui seraient cross-account. On peut faire du run command, mais pas encore les maintenances window. Donc là, dans le futur, ce qu'on aimerait bien atteindre, c'est de centraliser cette configuration SSM et cet inventaire dans un compte qui piloterait les autres comptes Idorsia et peut-être un email automatique aussi après le patching au système owner.